Bonjour à tous, je m'appelle Rubina et j'accompagne les femmes à connecter avec leur essence, principalement à travers leur énergie sexuelle. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Ishvari. Bonjour Ishvari. Bonjour Rubina, bonjour à tous. Donc Ishvari va intervenir dans mon prochain cours en ligne qui s'appelle Éveiller le plaisir, donc qui aura lieu du 15 mars au 15 mai. Et donc nous avons la joie de découvrir son riche univers. Et Ishvari va également nous parler de son cours en ligne, la danse des déesses tantriques, qui commence le 21 février. Donc bonjour Ishvari, bienvenue, merci beaucoup de partager ton univers avec nous. Donc je te propose d'abord de nous raconter un peu ce que tu fais, donc qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en termes de différentes propositions d'accompagnement. Alors, merci Rubina pour m'avoir invitée pour cette interview. Donc moi, ce que je propose en ce moment, c'est donc je suis coach et je suis aussi facilitatrice de stages reliés au tantra, à la sexualité consciente, aux relations conscientes. Donc je propose des accompagnements ou des stages mixtes, mais aussi juste pour femmes. Et donc aussi autour de tout ça, ce que j'aime particulièrement, c'est donc accompagner les femmes à découvrir leur sensualité, à reconnecter avec ces différentes facettes d'elles-mêmes, donc explorer les différentes facettes du féminin à travers différentes manières, donc qui sont beaucoup influencées du tantra, mais aussi de la danse, et spécialement la danse classique indienne. Donc c'est un petit peu tout ce que je propose autour de ça. Et je suis aussi designer de vêtements pour femmes. Pour, pour conclure dans Multi, tout ça, c'est ça. multicasquette. Merci Ishvari. Donc effectivement, il y a certaines modalités sur lesquelles nous avons des points communs. Donc l'accompagnement des femmes sur ces thématiques-là. Mais ce que j'aime dans le fait de présenter les approches des autres personnes, c'est que nous avons chacune un chemin qui est propre, un chemin qui est unique. Et donc ma façon d'accompagner va être vraiment très différente de ta façon d'accompagner, justement parce que ton chemin a été très différent du mien. Donc est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, comment ça a commencé, quelles sont un peu les différentes modalités que tu as explorées en cours de route? Okay. Alors pour moi, ça a commencé il y a une dizaine d'années où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Donc j'ai découvert le yoga, j'ai découvert la méditation et au travers aussi différents voyages. J'ai toujours une vie un petit peu vagabonde à faire des saisons et à voyager. En fait, j'étais toujours un petit peu à la recherche de moi-même jusqu'au jour où j'ai atterri au Canada et j'ai découvert la spiritualité. Et, euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et ce qui m'a amené spécialement au tantra, parce que c'est la base de mes enseignements, c'est j'avais envie d'explorer une manière différente de connecter avec mes partenaires. Donc, c'est le côté plus sexuel qui a commencé à m'attirer vers cette voie-là, en me disant, oui, je suis orgasmique déjà, j'ai beaucoup de plaisir, mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être vachement mieux. Et j'avais envie de découvrir tout ça. Donc, quelqu'un m'a mis sur cette voie-là, du tantra. Je suis arrivée en Thaïlande, je suis restée dans une école tantrique pendant plusieurs années, à apprendre et à enseigner aussi. Donc, c'est le côté sexuel qui m'a attirée, même si je ne connaissais pas trop le côté spirituel de la chose au départ, que j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Et donc, qui m'attire un peu plus maintenant, le côté un peu plus spirituel. Mais quand même, au fur et à mesure du temps, même dans cette école tantrique, je trouvais qu'il y avait quand même... j'ai appris énormément de choses, mais beaucoup des pratiques, je trouvais qu'il y avait quand même un côté très masculin quand même là-dedans. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai voulu aller me chercher une autre pratique qui était un peu plus féminine. Donc c'est là que j'ai appris l'existence des danses classiques indiennes. Donc je me suis dit, ok, je vais aller en Inde et je vais voir un peu ce que je trouve là-bas. Et donc j'ai découvert l'Odissi, parce qu'il y a différents styles de danse indienne. Et donc pour moi, ça a été la grosse révélation qui a fait que là, c'est bon, je sais que je suis dans ma voie.
Parce que donc ce qui m'a amenée vers la spiritualité, c'était et vers le tantra, c'était le côté sexuel. Mais en fait, je voyais bien que pour moi, ce qui était vraiment important, c'était la reconnexion avec le corps. Le mouvement était vraiment important. Tout ce qui était, tout ce que je voulais, en fait, c'était à la base, c'était me sentir plus heureuse, me sentir plus épanouie en tant que femme. Et je cherchais juste une solution pour arriver à ça, quoi. Et, et pour moi, ça passait à travers le mouvement aussi, principalement, quoi. Donc, quand j'ai découvert la danse classique indienne, ça a un peu révolutionné mon monde une deuxième fois. Après avoir révolutionné la sexualité, j'ai révolutionné autre chose. Et donc, pour moi, c'est une voie qui vraiment qui complète en fait tout ce que j'avais appris déjà pendant ces dernières années. Donc, pour moi, en fait, la danse classique indienne est devenue une pratique tantrique, est devenue une pratique spirituelle, même si c'est pas enseigné comme ça de nos jours. Mais pour moi, c'est vraiment devenu une des pratiques. Donc c'est pour ça que je suis vraiment inspirée par la culture indienne en général, et donc par la danse et par le mouvement. Donc c'est très très présent dans le travail que j'offre et dans les suivis que j'offre aujourd'hui. Alors, on va aller creuser beaucoup plus l'aspect danse un peu plus tard. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de qu'est-ce qui a changé justement dans cette première étape où où tu as découvert une autre approche de la sexualité? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Déjà, c'était réaliser où j'en étais. C'était la première chose. Parce que comme je l'ai mentionné, en fait, je pensais que j'étais une femme ouverte, je pensais que j'étais une femme épanouie sexuellement. Après mon premier stage de tantra, j'ai réalisé que, en fait, mais je l'étais pas du tout. J'étais en fait vraiment coincée. Même si j'étais déjà orgasmique, j'avais plein d'a priori, plein de jugements sur la sexualité, sur le sexe, sur mon corps. Je connaissais pas du tout mon corps. À 28 ans, c'est comme si j'avais redécouvert mon corps. En fait, ouais, j'avais aucune éducation. Je me suis rendu compte de tout ça, en fait. Donc, c'était la première étape, c'était reconnecter avec moi, reconnecter avec mon corps et arrêter de juger, quoi. Ça a été la première chose. Et pour moi, c'était la première phase qui m'a fait reconnecter aussi avec la féminité et éveiller, commencer à éveiller la féminité en général, quoi. C'était la première chose. Oui, je me reconnais beaucoup dans ton partage aussi. Je pense que moi aussi, ça m'a fait un peu cet effet de... Je pensais que ça allait très bien et puis en fait, je me suis rendu compte de de tout ce qu'il y avait en plus en fait par rapport à ce à quoi Ouais. j'avais accès. Donc ça fait partie aussi On de est mes tellement découvertes. conditionnés, on se rend vraiment pas compte qu'il y a un monde qui est totalement ouvert en fait par derrière, qui est vraiment profond. Il y a énormément de connexion, énormément d'amour. Et la plupart des gens, c'est comme ça en fait. On n'a pas été éduqués. On nous a jamais montré que la sexualité pouvait être comme ça, que l'intimité pouvait être comme ça, quoi. Donc, c'était redécouvrir un nouveau monde, quoi, dans ces cas-là, quoi. Pourquoi j'aime bien accompagner les gens aussi là-dedans, c'est que je vois directement le changement chez les gens. Rien qu'après un week-end ou après un stage en ligne, il y a énormément de changements qui se font. Les gens transforment d'une manière assez rapidement, quoi. Donc, c'est beau à voir les transformations. J'espère. Je pense qu'effectivement, en chacun de nous, il y a cette envie profonde, cet appel profond, même si on ne sait pas exactement y mettre les mots. Mais en chacun de nous, il y a cette envie de connexion qui est plus profonde. Donc effectivement, c'est une grande découverte quand quelqu'un nous montre en fait que oui, ça existe, que oui, c'est possible, et surtout nous montre le chemin aussi de comment. Ouais. Donc le comment, c'est vraiment un grand aspect. Quelque chose d'autre que tu as mentionné, donc qui est vraiment aussi une partie centrale de mon chemin, donc tu as dit qu'à un moment donné, donc une fois que tu as commencé des pratiques qui étaient quand même plus centrées, plus carrées, plus masculines, je dirais. C'est moi qui qualifie comme ça, c'est pas toi qui l'as dit. Donc tu as senti l'appel vers des pratiques plus féminines. Donc est-ce que tu peux nous parler justement de cet équilibre en fait? Comment est-ce que tu as du coup complètement laisser aller les autres pratiques? Est-ce que tu conjugues? Comment en fait les deux fonctionnent ensemble, s'ils fonctionnent ensemble pour toi?
elles fonctionnent totalement ensemble, en fait. Et la chose qui est marrante, c'est que quand je suis arrivée en Inde et que j'ai commencé la formation de danse classique indienne, donc j'y vais tous les ans, 2 mois par année, quoi, pour continuer à me former. Je cherchais une pratique féminine, mais ce que j'ai découvert à la base, c'était un peu différent de ce que j'espérais. Il y avait le côté féminin, parce que quand on voit le résultat, c'est super gracieux, c'est très esthétique, c'est magnifique, c'est très féminin, mais en même temps, par derrière, pour arriver là, il faut aussi équilibrer le masculin, sinon ça ne va pas aller, quoi. Et donc moi, ce que j'ai découvert grâce à cette pratique, en fait, c'est comment justement équilibrer le masculin et le féminin à l'intérieur de moi, quoi. Alors, enfin, je pense qu'on le sait tous, qu'on a le côté masculin et féminin à l'intérieur de nous, quoi. On l'a tous, que ce soit homme ou comme ou femme. Et pour moi, d'être une femme incarnée, une femme éveillée, comme être un homme ancré, c'est justement trouver le bon équilibre entre le masculin et le féminin, quoi. Ça ne veut pas dire qu'en tant que femme, c'est sûr, je vais avoir plus de qualités féminines qui vont s'exprimer, qui vont se montrer, mais si je n'ai pas le côté masculin non plus à l'intérieur de moi, ça va être le chaos complet, ça va être le chaos complet, quoi. Donc, il faut trouver l'équilibre. Et pour moi, cette pratique-là m'a montré comment trouver l'équilibre, parce que aussi la manière dont la formation, la manière de s'exercer, c'est un petit peu comme l'art martial, en fait, la manière dont c'est fait. Donc, c'est assez, c'est assez rigide. C'est pas fait pour tout le monde, je dois avouer, c'est sûr. C'est pas facile du tout. Mais au final, avoir cette structure-là et par derrière, en fait, voir le résultat qui est super gracieux, qui est fluide et qui est esthétique et féminin, c'est ça justement, pour moi, essayer de trouver l'équilibre entre les deux, quoi. Ça peut paraître... ça m'a mis du temps aussi à comprendre que donc la danse classique indienne, la manière dont c'est fait de nos jours, c'est très structuré. Il y a une lignée, on suit exactement les chorégraphies de la personne qui a créé la lignée. Il n'y a pas d'improvisation possible. Donc, on peut se sentir assez restreint là-dedans. Mais en fait, la beauté de la chose qui vient après quelques années de pratique, c'est justement de trouver la liberté à travers tout ça, en fait. Parce que même si, donc dans ces danses, en fait, on invoque, on incarne certaines divinités, en fait. Si enfin, je pense que je devrais faire une petite aparté sur l'histoire de la danse classique indienne un petit peu là. En gros, toutes les danses classiques indiennes suivent un livre en particulier, c'est un peu la Bible de tous les arts, en fait, même indiens, comme la musique, comme le théâtre, comme la danse. Ce livre s'appelle le Natya Shastra. Et donc, le Natya Shastra, il y a plusieurs histoires. Il y a une des histoires, parce qu'il y a beaucoup d'histoires mythologiques, et j'adore ça aussi, donc je vais vous la mentionner. Ce bouquin-là a été créé par Brahma, en fait, parce que donc, il était une fois, dans un monde lointain, donc les dieux avaient réalisé que les gens sur Terre n'arrivaient plus à comprendre les enseignements spirituels qui venaient des Védas. Donc, dans l'Inde, les enseignements spirituels étaient passés à travers ces textes qu'on appelle les Védas. Ça a été transmis d'une bonne manière pendant très longtemps, et jusqu'au jour où les dieux commençaient à réaliser que on commençait à rentrer dans une ère où ça décroît un petit peu, on commençait à rentrer dans Kali Yuga, où les gens ne comprenaient beaucoup moins bien les enseignements spirituels. Et donc, ils sont allés voir Brahma, un on va dire, des grands dieux indiens de la Trinité, et ils lui ont dit, s'il te plaît, fais quelque chose pour que les gens sur Terre puissent apprendre, puissent comprendre encore les enseignements spirituels, parce qu'ils ont besoin de ça pour mieux vivre, pour être heureux, en fait. Donc, il a dit OK. Et donc, c'est là qu'il a écrit le Natya Shastra. Le Natya Shastra, c'est le livre de la danse et du drama, du théâtre, en fait. Donc, en gros, c'était
vu que maintenant les gens ont du mal à comprendre les enseignements qui sont peut-être assez dits d'une manière sèche dans les Védas, on va, on va transmettre ces enseignements-là à travers l'art, à travers la danse, à travers la musique, à travers le théâtre. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pris les histoires des Puranas. Donc, les Puranas, c'est des textes où il y a en fait ça inclut toute la mythologie indienne, où toutes les histoires de Shiva, de Shakti, de tous les dieux indiens qui sont là pour transmettre des messages spirituels. Donc ils ont pris ces textes-là, ils se sont dit on va les faire en danse, on va les mettre en mouvement et on va créer du théâtre à travers ça. Et donc grâce à ça, on transmet des messages spirituels à travers la danse. Donc c'est comme ça qu'en fait la danse classique indienne a été créée en fait. Donc on incarne des divinités, donc on peut incarner Shiva, Shakti, peu importe en fait. Et à travers ça, on joue leur rôle en fait. On devient eux. Ou des fois, ça dépend, des fois on est aussi les démons, parce qu'on joue un petit peu tout ça. Donc cette danse classique indienne, c'est à la fois de la danse, mais c'est aussi à la fois un petit peu du théâtre. Parce qu'on est là pour émettre quelque chose, pour partager un message aussi, quoi. Je suis peut-être un peu partie ailleurs. Non, c'est hyper intéressant, super. Et par exemple, quand tu danses un certain caractère, est-ce que tu sens cette énergie transiter par toi? Est-ce que tu sens la connexion avec cette énergie? Alors le but, c'est ça. Je dois avouer que des fois, je peux avoir ça. Ça se passe pas à chaque fois quand même, hein. Je suis pas... J'arrive à avoir ce sentiment de flow et de grâce qui se passe, mais ça se passe pas tout le temps. C'est quand même assez dur à garder tout le temps. Surtout dans un truc qui est aussi structuré, quoi. Donc c'est pour ça que là maintenant aussi, moi j'essaye d'implémenter, de combiner des enseignements qui incluent la danse classique indienne et d'autres enseignements tantriques, qui fait que c'est aussi un peu plus accessible et un petit peu plus facile d'accès, et pas aussi rigide que la danse classique indienne, que l'Odissi par exemple, ou les 7 autres styles de danse. Donc on veut essayer d'arriver là, c'est ce qu'on veut. Et donc pour moi en fait, même avant d'étudier la danse classique indienne, je me souviens encore qu'il y a eu certaines personnes qui, par exemple, me voyaient danser, parce que j'ai toujours bien aimé danser. J'ai pas été professionnelle ou quoi que ce soit, mais juste j'aime bien danser. Et les gens me disaient, ouais, c'est vraiment, c'est très féminin, c'est très gracieux la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu bouges. Je peux sentir ça en moi, mais en fait, je sentais toujours que j'avais des barrières j'avais toujours quelque chose qui me limitait. Je sentais ce potentiel en moi, la force féminine en moi qui voulait s'exprimer à travers le mouvement, à travers la danse. Mais en même temps, je me jugeais tellement, j'avais tellement peur de ce que les autres pensaient. Il y avait tellement de choses qui rentraient en compte que du coup, ça me mettait des barrières et ça m'empêchait d'exprimer toute cette force que je sentais à l'intérieur de moi, tout ce féminin que je sentais à l'intérieur de moi. Et donc la danse classique indienne m'a beaucoup aidée aussi à essayer d'enlever ces barrières une par une, et donc de connecter plus avec la source, connecter avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, parce qu'au final, quand on danse et qu'on incarne Shiva et Shakti, là ça va peut-être partir un peu trop. En fait, la seule chose à faire, c'est justement se reconnecter à la source, se reconnecter avec nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut transmettre tous ces messages-là et qu'on peut émaner l'énergie d'une divinité dans ces cas-là, quoi. Parce qu'il y a la divinité à l'intérieur de nous aussi, quoi. Je pense que c'est vraiment un aspect très important que tu partages, parce que je pense que pour les personnes qui n'ont pas vraiment eu d'expérience de ces connexions-là, tout ça reste un peu du domaine de l'histoire, en fait, des histoires, des fables qu'on pourrait raconter. Alors que quand on sent ces énergies-là transiter en nous, c'est plus un truc abstrait, c'est plus du domaine d'une histoire, c'est vraiment quelque chose qui est du domaine de l'expérience vécue. Donc, je trouve ça très intéressant justement que tu parles de ces aspects-là, parce que pour moi, c'est ça justement qui rend ce type de pratique, et notamment, donc on va parler un peu plus tard des Mahavidyas, c'est ça qui rend ce type de pratique puissante, c'est justement le fait de ressentir en soi ces énergies.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de comment, du coup, la danse a été pour toi un chemin à la fois spirituel et à la fois, donc, qu'est-ce que ça t'a permis de changer, en fait, dans ta vie? Donc, tu as déjà mentionné certains aspects par rapport à tous les blocages qu'il y avait et du coup, qui petit à petit se sont dissous. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ces aspects-là? En quoi la danse est un chemin spirituel? Donc, si on parle des pratiques spirituelles plus dites orientation féminine, Mhm, mhm. ton expérience. Euh, alors la première chose que je dirais, il y a plusieurs choses là-dedans en fait. Mais une des choses importantes, c'est que bah, par exemple, pour moi la danse, pourquoi c'est une pratique tantrique. Dans le tantra, on voit le corps comme étant un temple, comme étant un outil en fait qui peut nous aider à atteindre des états d'éveil supérieurs si on est intéressé par ça, ou au moins à essayer de se découvrir un petit peu plus. Donc là, la danse et le mouvement, pour moi, c'est vraiment utiliser ce temple qui est là, c'est justement en prendre soin et parce qu'il y a énormément de choses que notre temple a à nous dire. Il peut toujours s'ouvrir plus. Pour moi, c'est comme si c'était une découverte presque infinie, en fait. J'ai l'impression que tous les jours, je pourrais découvrir des nouvelles choses, que tous les jours, je pourrais me sentir un peu plus ancrée à l'intérieur de moi et découvrir de nouvelles facettes du féminin intérieur et de la divinité intérieure en moi, quoi. Donc, pour moi, c'est la première chose que le, de voir notre corps comme un temple et donc d'être capable de l'utiliser pour, pour aller se découvrir, en fait. Euh, l'aspect l'aspect non duel que je viens de mentionner en fait aussi que il y a là en fait je compare encore la danse à une pratique tantrique où dans le tantra il n'y a pas de différence entre nous et entre les divinités. Nous sommes une partie, nous sommes de nature divine en fait à la base. Donc c'est vrai que ça peut paraître super abstrait. Moi, honnêtement, je ne connectais pas du tout avec ça au départ. Je ne comprenais pas tout ça. Et tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Et de pratiquer justement, de pratiquer la méditation, de faire de la danse, que je sentais ce shift qui se passait à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je peux vraiment en parler. Mais je comprends tout à fait s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à raisonner avec ça. Mais je pense que ce qui a ce qui en est le plus proche, c'est ce que je vous ai expliqué il y a pas longtemps, où je vous ai expliqué ma propre expérience, où je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'avais toute cette force qui était vraiment moi, c'était le moi, c'était vraiment moi. Et toutes ces barrières que je mettais au-dessus, mes personnalités, mes jugements et tout ça, c'est l'ego, c'est pas moi. Et ça, c'est ça qui me limite. Donc pour moi, c'est ça, la première chose qui m'a aidée à connecter avec cet aspect non-duel, c'était en fait ce que je ressens à l'intérieur de moi, cette force que je sais que c'est moi, c'est ça en fait la divinité à l'intérieur. Et donc c'est ça que je veux essayer de cultiver, que je vais essayer de faire ressortir grâce, donc là spécialement pour moi, ma pratique, ça a été spécialement le mouvement et la danse. Pour d'autres personnes, ça sera différent, quoi. Oui, je ne vois pas quoi dire d'autre en fait là maintenant. Alors parlons justement un peu plus des Mahavidyas, donc les déesses tantriques. Alors pour moi, ça a été une grande révélation et ça fait partie de mes pratiques personnelles. Et il y a eu un peu un avant et un après dans mon cas, c'est-à-dire que jusqu'à avoir l'expérience de qu'est-ce que c'est en fait, d'avoir une interaction expérientielle avec ces énergies, pour moi c'était quelque chose, voilà, encore une fois, du domaine de l'histoire, du domaine des noms, avec des personnages bizarres, avec des attributs bizarres. Et donc du coup, moi c'est le genre de truc avec lequel j'accrochais pas du tout. Et là, ce qui m'a fait shifter dans ma perception du travail avec ces énergies, c'est vraiment de vivre ces énergies. Donc, je serais vraiment très curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Donc, comment est-ce que toi, t'es tombé un peu en amour du travail avec
avec les Mahavidyas, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un moment de révélation? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Ou est-ce que de suite, tu as su que c'était quelque chose qui allait t'intéresser comme pratique? J'avoue, j'ai pas su tout de suite. J'étais encore très... quand je suis arrivée dans le monde du tantra, j'ai entendu parler de ces déesses. On m'a dit, toi, ta déesse principale, c'est celle-ci. J'étais ok, je la connais pas, je sais pas qui c'est, je sais pas quelles sont ses caractéristiques. Je ne savais pas. Il y avait un côté qui m'intriguait quand même, parce que j'aime bien quand même l'aspect mythologie, j'aime bien tout ce qui est culture indienne. Donc, il y a cet amour-là de la culture indienne qui vient me chercher un petit peu plus à chaque fois. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne raisonnais pas avec ça. Et c'est justement quand j'ai commencé à... pour moi, le déclic, ça a été à explorer plus mes pratiques féminines et donc aller en Inde et commencer à pratiquer la danse classique indienne, où en gros, j'ai su que ce qui m'appelle et genre un peu ma mission, c'est justement de tout faire pour connecter avec des pratiques un peu plus féminines et connecter avec le divin féminin ou travailler avec le féminin en fait. C'était surtout ça. Et donc quand j'ai commencé à... J'avais déjà eu une initiation d'une déesse avant ça. Mais après ça, il y a vraiment eu un déclic et c'est là que je me dis, ok, ça c'est ma voie. Ça parle de déesse, mais je dois avouer que même dans mon évolution, je jugeais quand même beaucoup, par exemple, les gens qui faisaient beaucoup de travail sur les archétypes féminins et tout ça. Enfin, je trouvais que ça allait pas profondément. Je trouvais que c'était juste aller à la surface de la chose et que ça... Moi, je sentais pas assez. Pour moi, ça allait pas assez profondément. Juste travailler avec les archétypes féminins en général qu'on connaît en général. Et du coup, pour moi, le déesse tantrique, euh, je, on peut prendre ça comme des archétypes féminins aussi. On peut prendre ça comme des guides, on peut prendre ça comme plein de choses en fait. Mais ça a été quelque chose qui pour moi a été beaucoup plus profond. Mon expérience avec ça était beaucoup plus profonde assez vite en fait. Et donc voilà quoi. En fait, j'ai commencé à travailler très intensément plus avec une des déesses, celle on m'a Laquelle? dit avec Bhuvaneshwari, celle dont j'ai le plus de résonance avec. Et je dois avouer que ça m'a pris quand même du temps parce qu'il y a plusieurs aspects inclus dans chaque déesse. Parce que c'est énorme, ça inclut toutes les énergies du monde. Donc il y a énormément de choses sous chacune des déesses. Et, et au fur et à mesure des années, je commençais à comprendre et d'aller un peu plus profondément et profondément et profondément et de découvrir un peu toutes les facettes qui se cachaient derrière elle en fait. Donc c'est pour ça que j'ai plus fait un travail profond avec une déesse, spécialement au début. Je me suis fait initier à d'autres, mais quand même, ma pratique principale, je revenais toujours à cette même déesse-là, quoi, pendant plusieurs années, en fait. Et c'est justement en faisant ça pendant plusieurs années que j'ai découvert qu'il y avait tellement de profondeur, qu'il y avait tellement de messages là-dedans que j'ai vu... Je sais pas, pour moi, il y a eu comme un déclic. J'avais plus besoin d'être convaincue. Enfin, j'étais déjà convaincue quoi, dans ces cas-là. Quoi. Et donc, j'ai continué. Mhm. Effectivement, finalement, c'est parce que les Mahavidyas peuvent aussi être un chemin spirituel en soi. Et d'après ce que moi je sais, c'est ça la façon de travailler avec. C'est-à-dire, c'est d'avoir un peu un aperçu des différentes énergies et puis ensuite en choisir une et vraiment travailler. Si c'est le chemin qu'on choisit, c'est vraiment travailler avec de façon déterminée. Donc, c'est exactement ce que tu partageais aussi. Est-ce que pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi on parle, est-ce que tu pourrais juste nous dire voilà, quels sont les 10... Enfin, rapidement, parce que là, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures et des heures et des heures. Mais juste vraiment en quelques mots, c'est quoi le principe? Pourquoi est-ce qu'il y en a... Enfin, voilà, quels sont les 10 types d'énergie? Quels sont les différents noms? Si tu as envie voilà, juste résumer, un ou deux mots par énergie. D'accord.
Alors, les Dasha Mahavidya, c'est les déesses tantriques, c'est ce qu'on parle. Dasha, ça veut dire 10. Maha, ça veut dire la grande, la majestueuse. Vidya, c'est la sagesse. Donc, c'est les 10 déesses de la sagesse tantrique, en fait. Dans le tantra, je l'ai mentionné un petit peu déjà, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine, qui est représentée par Shiva et qui est représentée par Shakti. Et elles sont toutes les deux à chaque fois ensemble, en fait. Mais pour mieux, donc Shiva qui est l'énergie masculine qui représente on va dire la conscience, et Shakti qui représente donc l'énergie, la matière. Donc en gros, tout ce qu'on voit quasiment autour de nous, ça fait partie de Shakti, ça fait partie du féminin. C'est ce qu'on appelle, des fois on appelle Maya ou l'illusion aussi dans d'autres traditions. Et donc, à l'intérieur de ça, pour vous aider à comprendre un peu plus Shakti, on va dire, ça a été réparti en 10. Donc, il y a 10 déesses qui... et donc, à l'intérieur de ces 10 déesses, ça inclut toutes les énergies dans l'univers, en fait. Donc, ça peut être de la création du cosmos, des étoiles, des galaxies, aux atomes à l'intérieur de nous. Ça peut être les fleurs, ça peut être les émotions. Il y a tout ça qui est inclus à l'intérieur de Shakti. Donc, ça a été divisé en 10. La première des déesses, elle s'appelle Kali. Donc, c'est la déesse du temps et la déesse de la transformation. Ensuite, on a Tara, qui est la déesse de la compassion. Elle aussi, il y a plusieurs facettes à l'intérieur. Ensuite, on a Tripura Sundari, qui est la déesse du désir, de la sensualité. Ensuite, on a Bhuvaneshwari, celle qui est connectée à l'illusion, à Maya. Ensuite, on a Tripura Bhairavi. Donc, elle est plus connectée avec le feu, avec la force avec le feu. On va garder ça comme ça. C'est très, très simplifié, là. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a la 6e qui est Shinamasta, donc qui est la déesse de l'électricité. On va dire ça comme ça. Ensuite, il y a Dhumavati. Donc, c'est elle qui est assez effrayante. Il y en a beaucoup qui ont des côtés très effrayants, qui font peur. Hein. Elles ne sont pas toutes belles et souriantes. Parce que quand on imagine déesse, en général, c'est ça. C'est genre, elle est très gentille, elle est très douce. Non, beaucoup d'elles font peur. Et donc, Dhumavati, pour moi, ça a été celle qui m'a fait le plus peur, en fait, de travailler au départ. Moi, j'ai commencé par ça, donc. Ok, d'accord, je comprends ça a pourquoi été ça, ma ça t'a plongée. fait peur. C'est la déesse du void, Du vide. Du vide, oui, voilà. Et aussi de la mort, en fait. Ensuite, on a Bagalamukhi. Donc là, c'est une déesse qui a un pouvoir de stopper, d'arrêter les choses instantanément. Enfin, un de ses pouvoirs, c'est ça, on va dire. Ensuite, il y a Matangi, qui est la déesse de l'art en général, donc de la danse, de la musique, et Kamalatmika, qui est donc la dernière, la déesse de l'abondance, de la prospérité. Voilà, je pense que je les ai toutes mentionnées. Donc effectivement, il y a une grande variété de saveurs différentes et ça dépend de quoi. Effectivement, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec Dhumavati et la période où j'ai fait un travail intensif avec Dhumavati. Et ça a été intense, hein. C'est-à-dire que le vide, j'ai bien plongé dedans. Donc oui, Dhumavati, c'est pas forcément la plus facile pour commencer, mais il y en a qui sont quand même plus légères. Tripura Sundar et Kamalatmika, c'est peut-être... Donc ça dépend des tempéraments. Mais on a toutes des choses à apprendre de chacune d'elles, quoi. En fait, c'est ça. Chacune d'elles aussi a des zones d'ombre et des zones de lumière. Et ça va être connecté aussi à notre vie de tous les jours, en fait. Elles sont là pour... elles nous montrent un peu aussi nos traits de personnalité, en fait. Par exemple, Kali, elle est... sa zone d'ombre, c'est la violence, par exemple.
Donc, ça va nous aider à refléter où est-ce qu'on en est là-dessus. Ça ne veut pas dire forcément la violence à l'état physique, mais ça veut dire même ce qu'on pense. Est-ce qu'on, par exemple, si on est en train de conduire et qu'il y a une voiture qui nous double et qui nous fait un peu une queue de poisson, comment on va réagir? Est-ce qu'on est là en train d'insulter la personne en face ou quoi? Parce que ça, c'est une sorte aussi de violence. Et ça va nous aider aussi à refléter à tous les niveaux de violence qui sont là et qui peuvent être présentes autour de nous. Donc, chacune d'elles va avoir une part d'ombre, une part de lumière, et ça va nous guider. En fait, elle est là aussi pour nous guider vers la lumière, à faire face à nos parts d'ombre et à nous guider vers la lumière. Donc justement, donc, comme on disait, donc le travail avec les Mahavidyas, ça peut être une pratique spirituelle à temps plein, en fait, mais ça peut aussi être justement ce que tu viens de dire. Ce travail-là peut être un travail qui peut nous aider dans différents aspects de notre vie. Donc, comment est-ce que, donc, par exemple, les femmes qui font ton cours, qui se joignent à ce cours sur les d'idées tantriques, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer en retirer, en fait, en termes de bénéfices? Déjà, ça serait apprendre à mieux se connaître. Parce qu'on pense se connaître, ouais, c'est bon, c'est moi, mais en fait, on ne se connaît pas trop, on se connaît pas du tout, en fait. Donc, c'est déjà aller faire face, aller s'explorer soi-même et justement voir un petit peu ces différentes facettes, ces différentes nuances qu'on a à l'intérieur, quoi. Parce que ces Mahavidya-là représentent ces différentes nuances. Elles sont toutes en nous, en fait. On les a toutes. Et c'est juste que des fois, il y en a une qui ressort plus que d'autres à un certain moment, dans une certaine circonstance. Et très souvent, il y a certains aspects de nous-mêmes qu'on n'accepte pas, qu'on juge. Et du coup, c'est ça, en fait, qui fait que ça nous limite. C'est ça qui fait qu'on n'est pas capable d'être heureuse, qu'on n'est pas capable de se sentir épanoui. Donc, pour moi, travailler avec ces déesses-là, c'est être capable de refléter sur déjà où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous en sommes, et être capable d'accepter toutes ces différentes facettes qu'on a. Ça ne veut pas dire que... c'est aussi là la voie tantrique, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est que tout peut être utilisé pour réussir à se découvrir soi-même, pour réussir à se sentir heureux, pour aller vers l'éveil spirituel. Il n'y a pas des choses de qualifier de mauvais, que tout ça est intégré. Donc tant qu'on n'arrêtera pas de se juger soi-même, de juger d'autres personnes en face de nous sur leur manière de parler, sur leur manière d'agir, ça va nous limiter nous-mêmes, en fait. Donc pour moi, ce DS-là, ça va nous refléter ça. C'est un bon miroir pour ça. Ce sera la base, en fait, du travail. Donc, comment, dans le cours que tu proposes, quel genre de pratique est-ce que tu transmets autour donc, de ces Mahavidyas? Comment est-ce que c'est structuré? Donc, quelle est la partie danse? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques? Alors, donc c'est un cours qui se passe sur 11 semaines, parce qu'on aura une semaine de break au milieu. Donc, chaque semaine sera dédiée à une Mahavidya. Donc, on va aller dans l'ordre dans lequel je les ai mentionnés. Et donc, chaque semaine, je vais avoir une vidéo explicative sur l'énergie de la déesse, justement. Comme ça, on pouvait vous imprégner de son essence, de ses enseignements. Et ensuite, il y aura des pratiques dédiées sur chacune d'elles. Donc, il y aura de la méditation, il y aura de l'utilisation de mantras aussi. Il y aura des pratiques de Nyasa. Donc, Nyasa, c'est... comment expliquer ça? Donc, ça inclut des mantras et ça inclut des mudras. Donc, les mudras, c'est certaines positions des mains spécialement. Et donc, on est là pour incarner la déesse en nous, pour appeler la déesse en nous, en fait. Donc, c'est des rituels tantriques classiques dans ces cas-là. Donc, on utilise spécifique mudra, on utilise des mantras spécifiques et on appelle la déesse à venir à travers nous. Donc, je vais transmettre ça pour chacune des déesses. Il va y avoir des pratiques aussi avec des yantras, ce qu'on voit là ici. Donc, c'est les formes géométriques qui sont connectées à chacune des déesses. Il va y avoir un travail de réflexion de la vie de tous les jours, parce que le but ici, c'est pas juste de visualiser la déesse, on va dire,
un petit peu voler dans les airs et dans une belle robe, peu importe, c'est pas ça le but. Et c'est aussi de voir justement comment elle se reflète dans la vie de tous les jours. Donc, je vais donner des exercices de réflexion sur spécialement les énergies de ces déesses-là et à voir comment elles se manifestent autour de nous donc pendant la semaine. On va explorer un petit peu tout ça. Il va y avoir un petit côté plus pratique et réel, on va dire. Et donc aussi, il va y avoir de la danse. Donc, j'ai créé des chorégraphies sur chacune des déesses, donc, qui est inspirée par l'énergie de chacune d'elles, qui est inspirée par la danse classique indienne, mais qui n'est pas de la danse classique indienne. Hein. J'ai fait ça plus facile et plus approchable. Et donc, pour moi, ça a été une des pratiques qui m'a aidé encore plus à comprendre les déesses. Donc, pour moi, c'est la pratique un peu bonus qui fait que c'est une pratique de embodiment, d'incarnation de la déesse aussi, avec le corps. Et donc aussi, de temps en temps, il va y avoir des petits lives bonus où je vais parler, on va discuter de sujets autour de la spiritualité, autour du tantra, autour de la danse classique indienne. Donc, il va y avoir ça aussi de temps en temps placé au milieu de cette base sur les Mahavidyas. Il va y avoir des petits bonus comme ça ajoutés au milieu. C'est voilà. Super riche comme contenu. Ouais, beaucoup de choses. Oui, c'est puissant comme travail. Oui. C'est très puissant. Donc, il va y avoir beaucoup de transformations qui vont se passer au fur et à mesure du cours. Oui, ça il faut le savoir. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que on va forcément trouver une résonance avec chacune des déesses. Donc là, on va dire il y a énormément de choses. Mais encore, ce qui va se passer, ça sera pas grand-chose comparé à toute l'énergie que la déesse incarne. Donc là, c'est vraiment une sorte d'introduction. Ça reste quand même juste une sorte d'introduction. Et après, le but, ça serait pour les personnes, s'il y a une déesse en particulier qui les appelle, de travailler plus sérieusement avec elle, en reprenant toutes les pratiques que j'ai offertes. Mm-hmm. Et de continuer avec ça, quoi. Mais ça ne veut pas dire que sur chacune des déesses, ça va être très facile à travailler avec, par exemple. J'ai participé à un autre cours où j'offrais les danses sur les Mahavidyas et oui, il y a certaines semaines où on ne se sent vraiment pas de faire la pratique, où on ne se sent vraiment pas même d'écouter la lecture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans, mais ça veut peut-être dire aussi qu'on n'est pas forcément prête à faire face à certains aspects encore. C'est super intense, une journée un voyage comme ça de 10-11 semaines à explorer toutes ces facettes, spécialement les zones d'ombre, et à y faire face et à les accepter. Ça va pas être facile tous les jours, c'est sûr. Mais à la fin, il y aura une très belle transformation qui va se passer, quoi. Et donc, ça commence très bientôt. Ça commence le 21 février. C'est ça. 21 février. C'est tout bientôt. Et donc, nous aurons aussi la joie de t'accueillir dans mon cours Éveiller le plaisir sur Tripura Sundari. C'est ça. Donc, voilà, nous allons explorer pendant une séance un de ces archétypes qui est justement en lien avec la thématique du cours, donc qui est sur le plaisir, le désir. Donc ça va être la déesse qui va correspondre un peu plus à ces thématiques-là. Ouais, c'est ça. C'est une déesse qui est très douce, c'est très sensuelle. Souvent, en fait, si on parle à des femmes et qu'on leur parle des Mahavidyas, la première des déesses qu'elles veulent incarner, c'est Tripura Sundari, justement. Donc, c'est très plaisant, en général, de travailler avec elle. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais partager avec nous avant qu'on conclue cette interview? Non, à part juste, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour rejoindre le cours La danse des déesses tantriques, il y a le tarif Early Bird qui se termine le 14 février. Saint-Valentin. Donc voilà. Si vous voulez vous offrir un cadeau à vous-même, ou voilà, peut-être les hommes qui veulent offrir à leur... D'ailleurs, c'est une question intéressante. Est-ce que ce cours est réservé pour les femmes, du coup?
En fait, non, je l'ai ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'il y aura Ouais, parce beaucoup plus de qu'effectivement, il n'y a pas femmes, de, il y a pas de mais limitation, en j'ai fait. déjà des hommes. Parce Ouais, qu'un homme j'ai peut tout déjà aussi des bien hommes qui sont travailler à inscrits. connecter avec ses énergies. C'est une précision importante, Exactement. effectivement. Ouais, 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 c'est vrai. C'est bien de le mentionner aussi, ouais. Donc, messieurs, mesdames, L'énergie féminine est à l'intérieur de nous tous, quoi. Donc, c'est sûr, c'est pas parce qu'on travaille avec les déesses que c'est juste pour les femmes. parce que finalement, c'est avec les aspects qu'on connecte. On peut tout aussi bien connecter avec cet aspect de beauté, de désir, en étant un homme que femme. Enfin, c'est pas limité à notre, du tout à notre genre. Exactement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tous les Super, aspects merci. sont vraiment ouverts à tous. Ouais. Mm. Merci à toi. Écoute, merci beaucoup, Ishvari. Donc, je mettrai aussi en lien ton site internet, donc où à la fois les personnes pourront découvrir ton cours et puis éventuellement aussi d'autres de tes propositions, peut-être un jour pour des stages, si un jour le monde revient vers un peu, un peu plus de nord. Donc des C'est ça, stages, ouais. des sessions, voilà. Donc si du coaching, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc je mettrai en lien ton site. Donc qui est le site, l'adresse du site? Ishvaritantra.com. ishvaritantra.com. Voilà, donc je mettrai le lien. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup d'avoir partagé ton Merci à toi, expérience. Lorena. Ton expérience, voilà, ton regard sur les choses, c'est toujours très, très inspirant de voir les perspectives et les chemins des autres personnes. Et j'espère pour toutes celles et ceux qui vont écouter cette interview, ça va aussi vous permettre à la fois peut-être de découvrir des choses et peut-être vous donner aussi envie d'approfondir certains de ces aspects. Merci, Ishvari. Merci. À bientôt.